Bonjour et bienvenue. Je vais vous parler aujourd'hui du formidable, du fabuleux, de l'époustouflant NE555, la star mondiale des puces électroniques, une puce qui vous fait la vaisselle, mais aussi tond votre pelouse. Plus sérieusement, c'est le couteau suisse de nos circuits. Cette vidéo va être longue, mais j'espère complète. À l'agenda, on va voir donc la famille des puces 555. Donc je ne vais pas vous parler du NE555, mais de la famille des puces 555, les broches, les internes, comment c'est fait à l'intérieur d'un 555, les différentes formules de calcul et enfin quelques-uns des mille et un montages possibles avec un 555. Donc, le NE555, le LM555 sont juste des versions de puces appartenant à la famille des 555. Vous allez trouver dans cette famille des centaines de modèles de puces de déclinaison du 555. La famille des 555 fournit deux fonctionnalités principales, et s'il y a une chose à vous rappeler de cette vidéo, c'est ça. Avec des 555, je peux avoir oscillateur ou timer. Oscillateur, ça veut dire que j'aurais configuré mon 555 pour qu'il me sorte sur son pin de sortie, le pin 3, un signal carré, aussi appelé signal PWM, où j'aurai l'entière main pour déterminer de combien de temps ce signal PWM sera high et combien de temps il sera low, la fréquence. D'accord? En langage électronicien, ça s'appelle le mode astable du 555. Je peux configurer mon 555 en oscillateur, sortir un signal PWM sur mon port de sortie, ou je peux configurer mon 555 en mode timer, c'est-à-dire quelque chose qui va déclencher mon 555, pré-parté. Une fois qu'il est déclenché, ici, mon 555 va sortir sur son pin de sortie 3, high, donc 12 volts, mettons, pendant un temps qui est défini, que je pourrais définir avec des résistances et un condensateur. D'accord? Donc c'est un timer, c'est-à-dire je déclenche une action sur le 555 et il sort la sortie 3 à high pendant un temps que je peux configurer. En langage électronicien, ça s'appelle le mode monostable. Donc il faut vous rappeler de ces deux mots, mode astable et mode monostable, parce que c'est des mots qui sont utilisés quand on parle de 555. Donc, comment je configure un 555? Je le configure avec deux résistances et un condensateur que vous retrouvez ici. Le condensateur est monté à ground, comme vous le voyez là, une première résistance, une deuxième résistance et vers l'alimentation de mon circuit. Ensuite, suivant comment je vais connecter les différentes broches de mon 555, je vais faire que mon 555 va fonctionner en mode oscillateur ou en mode timer. Pour faire le timing, le 555 va s'appuyer sur les résistances et ces résistances et le condensateur. Pourquoi? Alors je vous fais un rappel en une seconde des circuits RC en régime transitoire. Quand vous avez un circuit RC comme ici, alimenté par une source de tension constante, nous avons la constante de temps tau qui est égale à R fois C. Et cette constante de temps tau correspond au temps nécessaire au condensateur pour se charger à 63% de sa capacité. À 5 fois tau, donc quand T atteint 5 fois tau, le condensateur alors est chargé à 99%. Vous reconnaissez d'ailleurs la forme caractéristique de charge d'un condensateur exponentielle. Nous, dans ce petit exemple-là, nous avons un condensateur de 10 nanofarads, donc 10 fois 10 puissance moins 9. On a une résistance de 1 K, donc ça fait 10 puissance 3. Donc la multiplication des deux, ça fait donc 10 fois 10 puissance moins 6. Donc ça fait 10 puissance moins 5 secondes. Le temps pour arriver à 63% de charge du condensateur. Et 5 fois 10 puissance moins 5 secondes pour arriver à 99%. Donc suivant la version de puce 555 que tu choisis, tu vas avoir des performances différentes. Grosso modo, tu as deux formes de 555.
tu as les 555 qui ont été construits à partir de transistors bipolaires, aussi appelés BJT, et tu as les 555 qui ont été construits à partir de transistors MOSFET, de type MOSFET, donc les CMOS, et voilà les performances. Si tu pars avec cette version-là, avec des BJT à l'intérieur, tu peux avoir un timer qui va jusqu'à 15 minutes et des fréquences qui vont jusqu'à 500 kHz et 200 kHz from correct. Si tu pars avec des NE505 construits avec des MOSFET, tu peux aller avec un timer jusqu'à plusieurs heures et tu peux atteindre des fréquences jusqu'à 2 MHz. Donc voilà pour les performances. Faisons maintenant un petit tour sur un site de revendeur de composants électroniques parce que cela fixe bien les idées. Donc, je vais sur le site de DigiKey qui revend des composants électroniques et je tape le mot oscillateur dans le champ de recherche. Donc là, parmi tous les choix qu'il me propose, rappelez, nous, on travaille sur 555 qui est un oscillateur et temporisateur programmable, donc je clique ici. La page DigiKey s'ouvre et je regarde un peu les différents filtres. Et vous regardez sur cette colonne Type, voilà les puces qui nous intéressent. Je les mets en souligné. Là, immédiatement, vous comprenez que vous allez avoir des puces de type 555 qui vont offrir un seul oscillateur timer, d'autres qui vont vous en fournir deux sur la même puce, et même certaines puces qui vont vous fournir 4 555 sur la même puce. Continuons de regarder les différents filtres proposés par DigiKey. Donc ça, on a vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La fréquence. Pour rappeler, le 555 peut vous sortir un signal carré avec des fréquences diverses. Donc là, par exemple, on peut faire un filtre sur des puces qui vont jusqu'à 100 kHz. D'accord? Ça, à mon sens, ça doit être des 555 qui ont été construits à partir avec des transistors de type BJT. Si je descends, vous voyez, il y a différentes options. Donc si sur votre projet, par exemple, vous avez besoin d'aller jusqu'à 2 MHz de fréquence, eh bien, vous pourrez filtrer dessus. Et à mon sens, ici, à 2 MHz, ça doit être des 555 construits avec des MOSFET. Vous pouvez filtrer aussi sur les différentes tensions d'alimentation. Grosso modo, de ce que je vois, en gros, c'est entre 2 et 16 volts pour alimenter le 555. Vous avez aussi un filtre sur les courants d'alimentation. Donc, suivant si vous avez des contraintes d'alimentation, vous aurez des 555 qui vont utiliser des microampères ou d'autres qui seront plutôt sur de l'ordre de milliampères. Voilà, les autres filtres sont pas trop intéressants. Si vous voulez, si vous êtes débutant comme moi, hein, parce que je suis un débutant, hein, vous pourrez peut-être sélectionner trou traversant, comme ça va pouvoir se monter facilement sur votre breadboard ou sur du veroboard. Et si vous êtes expérimenté en électronique, ben vous pouvez choisir aussi des puces qui se montent en surface. Donc, pour les débutants, plutôt du trou traversant. Et donc, si je descends, là, vous avez les différentes puces, d'accord, qui sont fournies, d'accord, avec leurs différentes caractéristiques, comme vous voyez ici. Là, j'attire votre attention. Il y a donc 292 puces de type 555. Dans la famille des 555, on en est à 292 sur ce site de DigiKey. Voilà. Donc, on revient à la présentation. Là, c'est un petit rappel de ce qu'on a vu. Deux infos dont je n'ai pas parlé. La première, c'est que les puces qui ont un seul timer dessus, un seul oscillateur dessus, normalement, en principe, ça s'appelle quelque chose 555. NE555, LM555, Tartampion 555. Quand vous avez deux 555 sur la même puce, alors normalement, en principe, ça s'appelle 556. Donc, NE556, LM556, etc., etc. Un autre point que je n'ai pas abordé, c'est sur le pin de sortie, le pin d'output, le pin numéro 3 de votre 555. Vous allez pouvoir sortir un courant de sortie maximum de 200 mA. Donc, le 555 est capable de délivrer sur son pin de sortie 200 mA.
Donc, comme je vous l'expliquais précédemment, le même 555, vous pouvez soit le configurer en mode astable, c'est-à-dire oscillateur, c'est-à-dire que sur le port d'output, votre 555 va générer un signal carré ou PWM, d'accord, dont la fréquence, dont le temps up and down va dépendre de résistance que vous aurez mis ici et du condensateur. D'accord? Donc ça, c'est la configuration en mode astable et ça dépend de comment j'ai relié les différentes broches de mon 555 aux autres éléments de mon réseau. À droite, vous avez la configuration en mode stable, c'est-à-dire timer. Donc là, j'ai un push button, enfin un bouton poussoir, et quand j'appuie sur le bouton poussoir, je déclenche le 555. À ce moment-là, ma sortie va sortir à high pendant un temps donné, qui dépendra de mes résistances et de mon condensateur. Donc si vous regardez ici, c'est le voltage qui correspond à mon bouton poussoir. Donc il est high. Quand j'appuie sur le bouton poussoir, il descend à low pendant le temps que je reste appuyé dessus. Et après, il remonte à high. Le fait que j'ai appuyé sur le bouton poussoir déclenche ici, sur la sortie out, que la sortie out passe à high. Pendant un temps qui dépend de mes deux résistances et des valeurs de mes deux résistances et de mon condensateur. Alors je ne sais pas, je ne vous connais pas, donc je ne sais pas si vous êtes familier avec les logiciels de simulation électronique. Personnellement, j'utilise QX. J'utilise aussi beaucoup LTSpice, qui est un autre logiciel très populaire. Et donc, dans les logiciels de simulation électronique, ce schéma-là, que je vous ai présenté jusqu'à présent, est totalement identique à ça. La manière dont ça marche, donc là, c'est avec tous les fils que j'ai tirés pour que, voilà, vous les voyez. Là, sur le côté droit, en fait, j'ai pas tiré tous les fils. La manière dont ça marche, vous voyez sur ce point ici, j'ai mis un label, V-discharge, qui est le même label qu'ici. Implicitement, ça veut dire que j'ai un fil ici, entre les deux points. Comme si j'avais un fil. Vous le retrouvez ici, hein, c'est entre le port 7 et le haut de la résistance. Vous le retrouvez ici, ce fil. Pareil, si vous voyez ici, ce point, je l'ai appelé Vcond. J'ai mis le label Vcond. Vous avez ce point-ci qui a le label Vcond et ce point-ci qui a le label Vcond. Donc c'est comme si j'avais un fil ici et un autre fil ici. Ce que vous allez voir ici et ce que vous allez voir ici. Je trouve cette version-là plus lisible, donc j'utiliserai plutôt cette version. Donc il est temps maintenant de parler des diverses broches d'un 555. Les pins 1 et 8. Donc ça c'est la puce, d'accord? Comme sur toutes les puces, vous avez quelque chose, ici une petite encoche qui identifie le haut de la puce. Les différentes broches sont numérotées ainsi. Donc vous avez l'encoche, le repère visuel, première broche, deuxième broche, troisième broche, quatrième broche. Je fais le tour, cinquième broche, sixième broche, septième broche, huitième broche. Donc, je vais connecter le pin ground à la masse de mon circuit. Je vais connecter le pin 8 à l'alimentation de mon circuit. D'accord? Ce que je vois ici. Et le pin 1, je l'ai mis à la masse. Le pin 8, c'est celui-là. Je vais connecter à l'alimentation de mon circuit qui est ici. Ici, j'alimente en 5 volts ma puce. Sur le breadboard, ça donne ça. Donc là, c'est la puce est dans ce sens-là, je l'ai mis dans la rigole. Ça, c'est le haut de ma puce qui est ici. Pin 1, je l'ai connecté à la masse. Le pin 8, c'est celui-là. Je l'ai connecté via ce fil ici et ça redescend au plus 9 volts. D'accord? En principe, je vais alimenter ma puce, donc il faut regarder la datasheet de votre 555, mais normalement, on alimente entre 2 et 15 volts un 555. La sortie du pin du 555, c'est le pin 3, c'est celui-là. Ici, ici et ici. Celui-là. Sera à low, c'est-à-dire 0 volts, et à high, c'est-à-dire la valeur de tension que j'ai mis au pin 8. Donc, sur ce schéma ici où j'alimente en 5 volts mon 555, le pin 3 sera soit 0 volts quand il est en bas, soit 5 volts quand il est en haut. Là, j'alimente en 9 volts, le pin 3 sera soit 0 volts, soit 9 volts
quand il est en haut. Le pin 3 peut délivrer jusqu'à 200 mA. Ok, donc là, sur ce pin de sortie, je peux faire sortir ou 200 mA, que ce soit en sync ou en source. Alors, quand on débute comme moi en électronique, on ne sait pas trop ce que c'est sync and source. Je vais vous en parler dans la prochaine slide. Alors, on a vu le pin 1, on a vu le pin, la broche 8, la broche 4. La broche 4, c'est celle-là. Celle-ci. C'est la broche reset. Que dit la slide? Si je mets la broche reset à ground, le 555 est inactif. Donc si je relie 4 à ground, ça veut dire que quoi qu'il se passe aux autres broches, le 555 va sortir sur sa sortie 3, low, 0 volt. Ça, c'est si je mets le pin reset à ground. Si je le mets, le pin 4 reset à autre chose que 0, normalement on le met à VCC, comme ici, d'accord? Alors le 555 est actif. Un petit plus dans votre compréhension, et qui sera un peu utile, par exemple, si vous voulez utiliser le 555 comme un driver de MOSFET, c'est sur le pin reset, vous avez des niveaux de tension, des seuils de tension. Quand vous connectez votre pin reset 4 à quelque chose qui est inférieur à 0.4 volts, d'accord, vous inactivez votre NE555. Il est inactif. Si vous voulez le rendre actif, il faut mettre au-dessus des 0.4 volts au pin 4. Et en principe, quelque chose qui soit assez proche de VCC, on dira plus grand que 0.7 VCC. D'accord, c'est le seuil haut et le seuil bas. Un autre point très important quand on débute en électronique comme moi, quand on débute en électronique, on pense que si on met rien au pin 4, à un pin, c'est comme si on l'avait connecté à la masse, ce qui est totalement faux. D'accord? Si vous laissez un pin de votre puce électronique qui est flottante, on dit ça flottante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas connectée à aucun fil, à rien, d'accord? Aux alentours, vous avez des perturbations électriques, ce qui va engendrer sur votre pin qui est non connecté des petits signaux qui peuvent être 0 volts, mais aussi 0,2 volts, 0,4 volts, 0,5 volts. Et si vous regardez ici, si mettons ici à votre pin 4, parce que vous l'avez laissé flottant, il y a du 0,5 volts qui est généré, alors vous allez faire un reset incontrôlé de votre NE555. Donc toujours connectez vos pins, si vous pouvez, ne pas les laisser flottants. On a parlé dans la slide précédente que le pin 3 du 555 peut sortir 200 mA en sync ou en source. Kesako. Première photo ici, je vous montre la sortie du pin 3 qui alimente une résistance et une LED. Il y a la masse. Ce bout de circuit ne sera actif que quand, sur le pin 3, vous aurez high, 5 volts ou 12 volts. D'accord? Uniquement là, le courant va courir. Ça, c'est source. C'est-à-dire que votre pin 3 va sourcer du courant. D'accord? Ici, l'inverse. C'est-à-dire que là, j'ai connecté mon pin 3. D'accord? Toujours la même résistance, toujours la même diode. Mais cette fois-ci, je l'ai connecté à l'alimentation. D'accord? Donc, uniquement quand mon pin 3 va être à low, c'est-à-dire à 0 volt, uniquement là, le courant va passer dans ce sens-là. Là, ça veut dire que mon pin 3 va syncer. Sync, en anglais, ça veut dire évier. Donc là, l'eau va passer dans l'évier. Sync. Vous pouvez aussi configurer votre pin 3 pour qu'il soit à la fois source et sync. Ok, donc ici, mon pin 3, quand il sera high, d'accord, le courant va passer ici. Et quand mon pin 3 sera à low, c'est dans ce sens-là que ça ira. Donc là, cette LED sera allumée quand mon pin 3 est à high, et cette LED-là sera allumée quand mon pin 3 sera à low. Voilà pour Sync and Source. Les prochains pins, 2, 6 et 7. 2, Trigger.
En anglais, c'est gâchette. Le pin 6, threshold, seuil en anglais. Le pin 7, discharge, décharge. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important à comprendre ici? Là, c'est le cœur du 555. Vous vous rappelez, on a connecté le pin 1 ground à la masse, le pin 8 VCC à l'alimentation. Mettons 12 volts. D'accord? Un tiers de 12 volts, ça fait 4 volts. Donc ici, c'est comme si vous aviez un 4 volts. D'accord? Ce seuil bas. Le seuil haut, c'est 2 tiers de VCC, donc 2 tiers de 12, ça fait 8 volts. D'accord? Donc, autre point à voir, regardez ce qui se passe entre le port de votre NE555 1 et le port 7. Entre le ground et le discharge, vous avez l'équivalent d'une barrière de train, de passage à niveau. En concret, c'est un transistor, d'accord, qui va soit être ouvert, soit fermé, d'accord. Quand il est ouvert, quand la barrière est ouverte, c'est comme si vous aviez le pin discharge connecté directement à ground. Vous avez un lien qui se crée, connectant discharge directement à ground. Quand la barrière se ferme, ok, vous rompez le lien entre le pin, la broche discharge et ground. Si ça c'est clair, allons à la suite. Quand je vais configurer mon 555, je vais connecter le pin trigger, donc la broche gâchette, à un point de mon circuit. Ce point de ce circuit aura une tension qui va évoluer dans le temps, VA. Je vais aussi probablement connecter le pin numéro 6, donc threshold, donc seuil, à un autre point de mon circuit. Peut-être le même, peut-être différent. Okay. Disons que la tension du point de ce circuit est VB. Donc ça veut dire que la tension à threshold sera VB puisque je l'ai connecté avec un fil. Maintenant, regardons ce qui se passe. Okay. Donc là, je me concentre sur ce point-ci, ici, qui est connecté à la broche trigger. Là, rien ne se passe, rien ne se passe, rien ne se passe, rien ne se passe. La tension VA diminue. Quand la tension VA atteint le seuil de 1 tiers de VCC, donc une alimentation 12 volts, ça fait 4 volts. Donc quand la tension de VA descend en dessous du seuil de 4 volts, d'accord, j'active la gâchette. À l'intérieur du 555, qu'est-ce qui se passe? La sortie bascule à high. Donc ici, sur la sortie, je vais maintenant avoir du high, 12 volts. D'accord, premier point. L'autre chose qui se passe, c'est que le pin discharge n'est plus à ground. L'autre chose qui se passe quand le trigger, quand je franchis le seuil de 4 volts, la barrière s'ouvre. Je déconnecte en interne du 555 le port ground and discharge. Ça, c'est le fonctionnement sur le port trigger. Sur le port threshold maintenant, celui-ci. Donc j'ai relié le port threshold à un point de mon circuit. Cette tension est VB qui dépend du temps. Et mettons qu'elle soit là. Rien ne se passe, rien ne se passe, rien ne se passe. Mais si jamais VB passe au-dessus de 2 tiers de VCC, c'est-à-dire 8 volts, alors qu'est-ce qui se passe en interne du 555? La sortie de mon 555 bascule à low. Donc là, vous vous rappelez, j'étais à high. Tac, je tombe à low. La deuxième chose qui se passe, c'est que le pin discharge, il est mis à ground. Ok, la barrière s'ouvre, se ferme, pardon. Oui, s'ouvre. C'est-à-dire qu'en gros, dorénavant, c'est comme si j'avais discharge qui était directement mis à ground. D'accord? Voilà l'interne du 555 sur les pins 2, 6 et 7. Alors, comment ça se traduit? Ici, je vous montre le montage du 555 en oscillateur. Vous vous rappelez, oscillateur, il va sur la sortie, il va sur la sortie sortir un message PWM. Ok, carré. Là, j'ai interverti, erreur de la slide, les deux labels. Bon. Donc, mettons que en interne, ici, entre 1 et 7, entre le ground et le discharge,
Mettons que la barrière soit baissée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre ground et set. Qu'est-ce qui va se passer dans mon circuit? Ici, le courant va circuler et va charger mon condensateur. On est d'accord? Dans ce sens-là. Vous le voyez en vert. Donc, sur mon condensateur, qu'est-ce qui se passe? Il va se charger de manière exponentielle. Et quand il arrive à ce point-ci, qui correspond à 2/3 de mon alimentation. Moi, je suis en 5 volts ici, donc 2/3 de 5 volts, ça doit faire 3 et des brouettes. D'accord? Quand j'arrive à 2/3 de 5 volts, le port 6, c'est-à-dire le port threshold, ok, qui a été connecté au condensateur, sans que on arrive aux 2/3, on passe le seuil de 2/3 de VCC. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez? En interne, il va baisser la barrière, c'est-à-dire qu'il va connecter 7 à 1. Donc 7, le port discharge, va être connecté directement à ground. D'accord? Ce qui offre au condensateur une voie pour se décharger. Si vous regardez maintenant le condensateur, ici, c'est relié au port discharge qui est connecté à ground maintenant. Donc qu'est-ce qui se passe? Le condensateur va se décharger ainsi. Vous le voyez? Donc le condensateur va commencer à se décharger. Et en même temps, si vous vous rappelez la précédente slide, quand j'atteins le seuil des 2/3, ici, sur le port threshold, qu'est-ce qui se passe? La sortie bascule à l'eau, ici. On est d'accord? Donc, mon condensateur se décharge via le port discharge. Donc, il va se décharger, se décharger, se décharger, se décharger. Et à un moment donné, il va passer en dessous de 1/3 de VCC. Donc, 5 volts divisé par 3, ça fait 1 et quelques. D'accord? Ici. On est d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Le port numéro 2, trigger, gâchette en français, qui lui aussi est sur le port, enfin, et qui est à ce point-ci du condensateur, avec onde. Il va le sentir. Qu'est-ce que fait le 555 en interne? Vous vous rappelez? Il baisse la barrière entre 1 et 7. Donc, il casse la connexion entre le port discharge et le ground. D'accord? Donc là, le condensateur peut plus se décharger. Ce chemin-là est coupé. Donc, ça veut dire que le condensateur va commencer à se recharger, comme ici. Vous le voyez? Et en même temps, le 555 va sortir sur le pin 3, maintenant du high. Donc, vous vous rappelez, on était là. On arrive au seuil des 1/3 de VCC. La sortie du 555, le pin 3, rebascule sur high. Et etc. C'est ce qui nous donne donc, ici, en mode astable, en mode oscillateur, un signal PWM. Donc, si vous êtes clair, c'est tant mieux, parce que c'est pas évident. Donc là, c'est un peu pour reprendre tout ce que j'ai dit. Une petite remarque importante, vous pouvez bien sûr remplacer ces deux résistances par des potentiomètres, ce qui fait qu'en bougeant le potentiomètre, la valeur du potentiomètre, vous allez pouvoir bouger le temps où votre signal carré, votre signal PWM sera high versus haut, bas. C'est ce que j'ai, vous allez pouvoir jouer en mettant des potentiomètres, en remplaçant la résistance par des potentiomètres, sur combien de temps votre signal va rester high et combien de temps il va être low. Comment je le montre sur un breadboard? Très simple. Donc vous vous rappelez, donc c'est ici sur le breadboard. Donc j'avais déjà connecté les pins 1, 8 et 4. Donc maintenant je vais connecter tout ce qui est en marron. Alors déjà, je vais construire cette partie-là. Donc j'ai un condensateur que je mets à ground, qui est ici, d'accord. Ensuite, il va sur une résistance, celle-là. Et après, il redescend sur une autre résistance, qui est celle-là, vers VCC. Donc je termine sur VCC. Donc là, j'ai construit cette partie-là. Ensuite, vous vous rappelez, le pin numéro 2, c'est celui-là. Mon 555, c'est le port trigger, le port gâchette. Je le mets au cul de mon condensateur. C'est ce qui est montré ici, à Viconde. Viconde, c'est ici. C'est comme si j'avais un fil. C'est ce que je fais avec ce fil-là. Le port
numéro 6, qui est le port threshold, seuil. Pareil, je dois le mettre au même endroit. Donc, je tire un fil ici, je tire un fil ici, et donc j'arrive au même endroit, c'est-à-dire à la sortie de mon condensateur. Voilà. Et le threshold, vous allez me dire. Le pin threshold. Okay, discharge, pardon. Le pin discharge, numéro 7. Le pin discharge, donc qui est le 7, je le mets où? Attendez, c'est celui-là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à 7. Le 7, c'est celui-là, c'est le discharge. Regardez où il va. Hop, ici, 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 ici. Donc, il vient à cette résistance-là, ici. Vous le voyez? Si vous suivez ce fil-là, vous venez après la première résistance, donc ici. Donc, comment ça va se passer? Quand vous êtes quand votre condensateur se charge, il se charge ainsi. Enfin, il part dans ce sens-là. Hop, 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 il se charge. D'accord? Quand il arrive à 2 tiers de VCC, donc 2 tiers de 9 volts, okay, votre pin numéro 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc celui-là, le 100, parce que vous l'avez connecté au cul du condensateur. Donc, qu'est-ce qui se passe? En interne du 555, il ouvre la connexion entre le pin 1, c'est-à-dire ground, et le pin 7, discharge. Donc, maintenant, le condensateur, lui, va pouvoir se décharger par ce chemin-là. Donc, ici, 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 ici. Donc, le condensateur qui est chargé va se décharger par ce chemin-là. Donc, il va ici et il va vers ground. D'accord? Donc, la sortie bascule à l'eau. La sortie, c'est le pin 3 que j'ai pas connecté, va basculer à l'eau. Le condensateur va se décharger. Quand il arrive à 1 tiers de VCC, d'accord, le pin numéro 2, qui est celui-là, qui est lui-même au cul du condensateur, va le sentir. Donc, en interne, qu'est-ce qui va se passer? La barrière va se fermer. Donc, le port 7, qui est celui-là, n'est plus connecté à ground. Donc, on ferme la connexion. Le condensateur peut plus se décharger par le port 7, par le port de décharge. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Deux choses. Le condensateur va commencer à se recharger et la sortie, comme vous voyez ici, va remonter à high. Donc, le condensateur se charge, la sortie est à high. Le condensateur se décharge, la sortie est à low, comme on le voit ici. Donc ça, c'est en mode astable. En mode timer maintenant, mode monostable. Donc ça, c'est le circuit sur le whiteboard. Donc vous voyez, j'ai un push button ici, qui est ici. Vous retrouvez ici. D'accord? Quand je n'appuie pas sur le bouton, d'accord, ce point ici est relié à VCC via une résistance, donc il est à, comme il n'y a pas d'intensité qui passe, pas de courant qui passe, donc ce point ici est à VCC. Donc mon pin numéro 2 est à VCC. D'accord? Quand j'appuie sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? J'amène ce point ici à 0. Donc à la broche trigger, d'un coup le voltage tombe à 0. En dessous des 1 tiers de VCC. On est d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe à ce point-ci? Quand je viens d'appuyer sur le bouton, d'accord, je passe en dessous des 1 tiers de VCC. Donc, ma sortie bascule à high. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Mon condensateur va se charger, puisque je n'ai plus de lien entre 1 et 7. Le lien entre 1 et 7 n'est plus là. Okay, mon condensateur va se charger. À un moment donné, mon condensateur va arriver à 2 tiers de VCC, 2 tiers de 5 volts. Le port discharge, threshold, qui est le pin numéro 6, qui est lui-même au cul du condensateur, va le sentir. On arrive à 2 tiers de VCC. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer en interne? Il va ouvrir, le 555 va ouvrir le lien entre le pin 7 et 1. Donc, on va connecter le pin discharge à ground. Et donc, mon condensateur va commencer à se décharger. Et en même temps, l'output va retomber à l'eau. Vous voyez l'idée?
Donc voilà ce qui se passe quand je configure mon 555 en mode monostable. Et là, un peu les graphiques, d'accord? Ici, ok, c'est la tension à mon pin trigger. Ce petit bidouillis, c'est quand j'ai appuyé sur le bouton. Donc, en appuyant sur le bouton, je fais que la tension au pin à la broche trigger tombe à 0. Comme je descends en dessous d'un tiers de VCC, je déclenche l'output qui monte à high pendant un temps qui est configurable avec mes résistances concentrateurs, le temps que le condensateur se charge jusqu'à 2 tiers de VCC. Quand il est chargé, mon condensateur à 2 tiers de VCC, là c'est le pin seuil, le pin 6, qui rentre en ligne de compte. Okay. Il ouvre le chemin entre 1 et 7. Donc là, 7, c'est comme s'il était maintenant relié au ground. D'accord? Le condensateur va commencer à se décharger via le port numéro 7. D'accord? Donc, mon condensateur se décharge. Ok? Et quand il arrive à un tiers de VCC, pouf, je redescends. Voilà. On a vu à peu près toutes les différentes broches. Il y a une seule broche qu'on n'a pas vue jusqu'à présent. C'est la broche numéro 5, qui est control. Nous allons en parler dans la suite. Une fois qu'on a vu les différentes broches, maintenant nous allons parler de l'intérieur d'un 555, de quoi il est constitué. Voilà les composants qui constituent le 555 à l'intérieur. Je trouve 3 résistances de 5K à l'intérieur du 555 entre la broche ground et alim. Ici, c'est un tiers de VCC. Ce seuil-là. Ici, c'est 2 tiers de VCC. Okay. Ce point ici et 2 tiers de VCC. Donc, si je suis en 12 volts, 4 volts, 8 volts. OK. Premier point. Si je suis où ça va, le premier, un tiers de VCC, va sur un comparateur. OK, donc un op-amp comparateur sur la broche plus. D'accord. Celui-là, il va sur un deuxième comparateur sur la borne moins. D'accord. Si je regarde maintenant mon premier comparateur, la borne moins de mon premier comparateur va sur le pin trigger. Vous vous rappelez le pin trigger? Lui se déclenche, le pin trigger, si le point auquel il est relié descend en dessous de 1 tiers de VCC. Imaginons que sur le pin trigger, vous avez relié un point qui, mettons, descend à, je sais pas, 2 volts, qui est inférieur à 4 volts. Donc là, j'ai du 4 volts, un tiers de 12 volts. Si ici, j'ai mis quelque chose qui descend à 2 volts, 2, 4, qu'est-ce qui va se passer? Ici, ça va être une sortie à high. Si j'ai une sortie à high, ça veut dire que j'active 7. Donc, je set ma bascule. Ça, c'est un flip-flop. Donc, une bascule RS flip-flop. Donc là, j'ai mis du 2 volts sur le port trigger. Okay. Mon comparateur sort du high. J'active donc la bascule flip-flop. Je fais un set sur la bascule flip-flop. La sortie du flip-flop Q, donc, sera high. Et not Q, donc l'inverse de Q, c'est ici. C'est symbolisé par ce petit rond qui vous dit en note. Donc, sera à low. Si c'est à low, okay, là, ça va vers un buffer. D'accord? Si c'est à low, donc le buffer, il est inverseur avec le petit rond, la note. Donc si ici c'était à low, ici ça va être sur la sortie output, vous allez avoir du high. Okay. Donc si je descends en dessous sur le port trigger, en dessous d'un tiers de VCC, l'output bascule à high, comme je vous l'ai expliqué ici. Si je reviens ici, vous vous rappelez, j'étais avec du 2 volts sur le trigger, donc là j'avais du high, donc je setais ma bascule. Là c'était du high, donc le note Q c'était ici, c'était donc du low. Okay. Et si maintenant je suis le chemin ici, je vais à la base de mon transistor. Donc, avec du low ici, qu'est-ce qui se passe? Il ne conduit pas le transistor. Le transistor ne conduit pas. Donc, je n'ai pas de lien direct entre le pin discharge, d'accord, et le ground. J'ai baissé ma barrière entre discharge et ground, puisqu'ici c'était low. Inversement, enfin, vous vous rappelez, vous avez un deuxième
port qui est le port 6, s'appelle seuil ou threshold en anglais. Donc imaginez, vous vous rappelez, c'est celui-là, s'il passe au-dessus de 2 tiers de VCC, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Vous suivez ici, là. S'il passe au-dessus de 2 tiers, donc ce comparateur sort du high, d'accord, et donc il va faire un reset de la puce. Il fait un reset de la puce, du flip-flop, de la bascule RS. Qu'est-ce qui se passe? Il fait un reset du flip-flop. La sortie du flip-flop sort donc à low. L'inverse, le node Q, ici le Q bar, donc va sortir high. High. Si je remonte, high sur la base du transistor. Donc ça veut dire que maintenant j'ai une connexion directe entre la broche du discharge et ground. Vous vous rappelez? Le pin discharge met à ground. Et si je continue, donc j'étais à high ici, donc j'arrive au buffer ici, qui est inverseur, à cause donc là ça veut dire que je suis à low. La sortie bascule à low. On est clair? Le dernier pin qu'on n'a pas encore vu, c'est le pin control, qui est ici. Donc si moi je suis le petit fifil, okay, où c'est qu'il va? Il vient ici. Il vient à la base du deuxième comparateur. Ce qui veut dire en concret que si sur le pin control je mets une tension, okay, je change le 2 tiers de VCC. C'est-à-dire que mon 555 ne va plus basculer à 2 tiers de VCC, mais à la tension que j'aurais mis ici. Donc, si mettons ici, je mets, je sais pas moi, 5 volts, et que 5 volts c'est ici, eh bien là, mon 555 va basculer à la valeur de la tension que j'aurais mis au point contrôle. Voilà à quoi sert le port 5 contrôle. Et donc, ça vous explique les deux premiers montages qu'on a vus, les plus typiques. Okay. Vous reconnaissez donc ici en haut le montage en mode oscillateur, c'est-à-dire astable, et en bas vous reconnaissez le montage en mode euh, monostable, c'est-à-dire vous avez un bouton poussoir, d'accord. Vous appuyez sur le bouton poussoir et votre 555 va vous faire le timer, d'accord. Et donc maintenant, si vous regardez comment ont été connectées les différentes broches et que vous avez compris comment ça fonctionne en interne, ça doit faire du sens. Sur le pin 5, le pin contrôle, celui-ci, vous vous rappelez qu'il change le référentiel du 2 tiers de VCC. OK. En usage normal, OK, je relie le pin control avec bien un condensateur à ground. D'accord. Et donc là, j'ai mon 555 qui fonctionne avec un seuil à 1 tiers de VCC et un seuil à 2 tiers de VCC. Par contre, je peux aussi sur le pin control envoyer différents signaux. Je peux envoyer du sinusoïdal, je peux envoyer un signal sinusoïdal, je peux envoyer un signal PWM carré, etc., etc. Et donc avoir des comportements différents de mon 555. Et je vous montrerai quelques montages de ça. Donc là, ok, j'ai configuré mon 555 en mode ci ou en mode ça, en mode timer, en mode oscillateur ou autre, d'accord. Et je récupère maintenant la sortie sur le pin numéro 3, ok, de mon 555. Donc là, okay, cette LED va s'allumer quand le pin de sortie va être à high, ok. Parce que quand il va être à high, paf, ma LED s'allume et ça va ground. Là, je l'ai configuré pour que la LED s'allume quand mon pin est à low, puisque quand il est à 0, d'accord, le courant va passer comme ça. Là, je vais faire, vous vous rappelez, du sync. Là, je fais du source et là, je fais du sync. Ou alors, en mode sync source, ok. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer quand mon pin est à high, mon pin de sortie à high, la LED rouge va s'allumer.
Et quand mon pin de sortie 3 est à low, c'est la LED verte qui va s'allumer. Bon, quelles sont les formules de calcul, d'accord, de 555? Voilà les formules de calcul. En mode générateur de signal carré, PWM en mode oscillateur, d'accord. Donc il me génère un signal carré comme ça. Le temps où il sera en haut est donné par la formule égale à 0.693 R1 plus R2 C. Et le taux bas, cette valeur-là, d'accord. Si je l'ai configuré en mode monostable, donc en mode timer, le temps où mon output restera high, okay, quand je l'ai déclenché, ce sera de 1.1 fois R fois C. Voilà les formules. Vous avez différents sites internet, de calculateurs de 555, donc si vous avez oublié les formules, peu importe, d'accord. Vous avez des sites pour les calculer à votre place. Et pour ceux qui sont intéressés par les calculs, ça ne sort pas de nulle part. En fait, ça sort des équations des circuits RC en mode transitoire. Hein, on a comment s'appelle, la formule c'est celle-là d'ailleurs, okay, de l'expression de la tension au bord du condensateur en fonction du temps. Et donc, si vous faites le blabla 1/3, 2/3 de VCC, tati tata, vous allez tomber sous les formules. Donc, je vous laisse regarder. Donc, on a vu l'intérieur. Maintenant, les formules de calcul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, on a vu déjà les formules. Maintenant, nous allons voir quelques montages parmi les 1001 montages possibles dans un 555. Alors, un truc que j'ai pas dit, et donc je reviens un peu en arrière. Quand vous regardez les formules ici, okay, vous devez vous rendre compte que vous n'avez le temps haut, okay, sera toujours, dans ce cas-là, plus grand que le temps bas. Okay, c'est inhérent à la manière dont vous avez connecté votre 555 en mode stable. Okay. En temps haut, vous aurez R1 plus R2 fois C, parce que si vous regardez le chemin de charge, ça passe par R1, ça passe par R2, ça passe par C. Ensuite, pour la décharge, si vous vous rappelez, c'est le pin discharge qu'on connecte au pin 1 en ground à l'intérieur. Donc, le chemin de décharge n'a que R2 sur son chemin. Donc là, ça veut dire en concret que vous aurez toujours, dans cette configuration-là, un temps plus long pour le temps haut que pour le temps bas. Vous voyez? Donc, si je regarde le premier montage, d'accord, on peut rajouter une variante qui est avec une diode. Vous la voyez, la diode? Qu'est-ce que va faire cette diode? Eh bien, ça fait que quand vous allez charger, quand le condensateur va se charger, il va shunter la résistance numéro 2. C'est-à-dire que le courant va passer par le chemin le plus simple, c'est-à-dire par la diode. Et donc, ça change les formules. C'est-à-dire que à la charge, je vais passer que par R1, donc R1 fois C pour la constante de temps. Et à la décharge, je vais passer par R2 fois C, donc le temps de décharge ne dépendra que de R2. Donc là, je vais pouvoir avoir n'importe quel rapport cyclique entre temps haut et temps bas pour mon signal PWM. Et là, vous avez toutes les formules, vous pouvez regarder. Donc là, je peux, avec une diode en plus, d'accord, avoir un duty cycle, alors je ne sais plus le terme en français, qui est ajustable de moins de 50% à plus de 100%. C'est-à-dire que je contrôle total sur le temps haut et sur le temps bas, avec une diode en plus. On a parlé du port reset, vous vous rappelez, quand je, comment dire, quand je mets sur le port reset quelque chose qui est à low, à bas, c'est-à-dire à ground, ok, sur mon port reset, quand je mets 0 volt sur le port reset, j'inactive la puce. Ok, quand je mets quelque chose qui est plus grand que 0.4 et quelque chose de proche de VCC, alors j'active ma puce. Ça peut être utilisé dans le montage suivant. Regardez ce qui se passe ici. Ça, c'est le signal que j'envoie sur mon port reset. D'accord. Donc quand j'envoie du low,
du 0 volt sur le port reset, j'inactive ma puce. Donc là, mon 555 me sort un message carré, et il y a des trous qui correspondent au signal que j'ai mis sur le port reset. Vous voyez l'intérêt? Donc ça, c'est un montage qui peut rendre des services, c'est-à-dire je génère mon PWM et là, je fais des trous en envoyant sur le port reset un message un message carré. Donc là, j'envoie un signal carré, 10 millisecondes high et 3 millisecondes low. Donc au total 13 millisecondes de fréquence, de période, je sais plus. Donc ça, c'est notre montage qui montre comment on peut utiliser le port reset pour faire des trous. On peut aussi utiliser le 555 en mode flip-flop. En langage d'électronicien, ça s'appelle le mode bistable. D'accord? C'est comme un flip-flop, comme une bascule. Ok? On va setter sur le port 2, trigger, et on va faire un reset sur le port 4. Donc là, vous voyez, j'ai deux boutons poussoirs. Quand j'appuie sur ce bouton poussoir, je set par le port 2. D'accord? Et quand j'appuie sur ce bouton poussoir, je fais un reset mon port 4. Donc si sur ma sortie 3, mettons, j'ai mis une lampe, elle s'allume quand j'appuie sur ce bouton, et elle s'éteint quand j'appuie sur ce bouton-là. Donc ça, c'est le montage du 555 en mode flip-flop, aussi appelé mode bistable. Comme je l'ai dit précédemment, sur le pin 3 du 555, on peut délivrer jusqu'à 200 mA en sync ou en source. Donc sur ce port-là, le 555 peut délivrer 200 mA. Mais si je veux alimenter un moteur, comme ici, et le moteur va consommer potentiellement plus que 200 mA. Alors je peux obtenir plus de milliampères en utilisant des transistors, comme ici, qui sont montés en Darlington pour alimenter un moteur qui consomme plus que 200 mA. Okay, donc, vous pouvez utiliser des transistors si vous avez besoin de plus de courant sur le pin de sortie. Quoi d'autre? Très intéressant, très souvent mentionné, le montage sirène biton de police sur le port contrôle. Okay, donc tout le monde sait ce que c'est une sirène de police, d'accord? Une sirène de police, en fait, c'est une alternative, c'est des sons graves suivis de sons aigus. Donc, en deux tons. Donc, quelque chose de grave, quelque chose d'aigu. Grave, en langage électronique, c'est un signal qui a une fréquence plus petite. Donc, les sons graves, par exemple, ça sera dans l'intervalle de 500 Hz, qui est une fréquence plus petite. Plus la fréquence d'un signal augmente, plus le son paraît aigu, par exemple 1000 kHz. Okay. Donc là, qu'est-ce que je fais? Okay. J'envoie sur le port contrôle. Okay, donc 1, 2, 3, 4, le port contrôle, c'est le port 5. Okay. Un message carré. Okay, donc carré, avec une fréquence basse de 500 Hz. Ok. Donc, toutes les 30 millisecondes, pendant 30 millisecondes, je suis en haut, mon message carré. Je suis en bas pendant 30 millisecondes, donc 30 plus 30, ça fait 60 millisecondes pour la période de mon message carré. Donc ici, j'envoie un signal carré qui est comme ça, 30 millisecondes en haut, 30 millisecondes en bas. Ça pourrait être par exemple généré par un deuxième 555, mais bon là je l'ai pas. Voilà, c'est en gros un signal carré, d'accord, que j'envoie sur mon port contrôle, d'accord. Pour appeler le port contrôle quelque part, change le seuil de 2 tiers de VCC. Vous vous rappelez de ça? Donc ça veut dire que en concret, qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez les flèches. Ça, c'est le signal carré que j'envoie sur le port contrôle. 30 millisecondes en haut, 30 millisecondes en bas. Ici, j'ai mis un générateur, mais vous pourriez imaginer que vous avez monté un autre NE555 pour générer ce signal-là. Okay. J'envoie ça sur le port contrôle. Le signal en bleu, c'est quoi? C'est à ce point-ci, donc qui est passé par la résistance. Donc vous voyez, là j'ai envoyé du 5 volts, et quand je vais passer après la résistance, ça va entre
2,5 et, 3 volts, 4 volts, d'accord? Donc ça veut dire que je change la référence de 2 tiers de VCC ici, ok? Euh, Ici, ça sera une valeur, puis je change, puis je change. Donc ça veut dire que je vais impacter mon 555 dans ces calculs, ok, de seuil. Donc sur cette partie-là, quand je serai dans la partie haute du signal envoyé sur le port contrôle, ok, j'aurai cette tête-là du signal généré sur le port de sortie. Donc ça sera qu'on ait un signal avec une plus basse fréquence, donc j'entendrai un son grave. Quand sur le port contrôle ça bascule à bas, ici, et je change encore le seuil de mon 2 tiers de VCC, donc mon 555 va générer un signal PWM avec une fréquence beaucoup plus rapide, comme vous le voyez visuellement ici. Et donc ça correspondra au deuxième ton de ma sirène, c'est-à-dire le son aigu. Et ainsi de suite. Grave, aigu, signal biton de police. Et là, je vous ai fait un petit zoom de la partie-là, et vous le voyez bien mieux. Et ça, c'est la sortie de votre 555, le pin 3. Vous voyez que on passe d'un signal généré par votre 555 avec une fréquence à une fréquence plus rapide. Grave, sur cette partie-là, grave, son plus aigus. Une utilisation aussi très intéressante du 555, pour surtout les gens comme nous qui débutons en électronique, vous pouvez utiliser votre 555 comme driver de MOSFET de puissance. Un MOSFET de puissance, c'est celui-là. Okay, il s'active, ce MOSFET, si sur la base, j'envoie une tension qui est plus que, mettons, 10 ou 12 volts. D'accord? Or, je voudrais le piloter avec un Arduino, et l'Arduino, lui, sur cette pin, PWM, celui-là, ne peut envoyer que du 5 volts. D'accord? Donc, je ne peux pas driver mon MOSFET directement avec mon Arduino. Il existe des puces spécialisées pour faire driver de MOSFET, ok, pour ce genre de besoin. Mais si vous n'en avez pas parce que vous débutez l'électronique, d'accord, vous pouvez utiliser le remplacer par un 555, ok. Donc vous connectez sur un des ports PWM de votre Arduino, ok. Vous vous connectez via le fil violet au port 1, 2, 3, 4, donc au port reset de votre 555. D'accord? Donc, quand lui sera en high, il enverra un high, donc ma puce 555 fonctionnera, sera fonctionnelle. Quand lui va envoyer du bas, du 0 volt, ma puce 555 sera donc resetée, c'est-à-dire quoi qu'il se passe aux autres broches, l'output sera 0. D'accord? Et donc, ensuite, vous connectez la base de votre MOSFET, tac, je suis le chemin, tac, à qui? Ben, au pin de sortie. D'accord? Donc, quand je vais envoyer, alors, un autre point que j'ai oublié, vous voyez là les pins trigger, donc le trigger c'est 1 et 2. Okay, le pin trigger, je l'ai envoyé où? J'ai envoyé à la masse. Vous le voyez ici? L'autre port important, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'était lui. Ça c'est le port threshold, seuil. Mais lui, je l'ai relié, si vous suivez, à la lime. Dans cette configuration-là, avec le port 2 relié à la masse et le port 6 threshold relié à la lime, ça veut dire que l'output de mon 555 est toujours à high, toujours à la lime. D'accord? Là, je vais le contrôler via le port reset. Donc, quand lui m'envoie un message haut, d'accord? Tac. Donc, mon 555 est actif. Donc, sur le pin de sortie 3, j'ai high. Mais high avec l'alimentation de mon 555. Ici, je l'alimente mon 555 en 12 volts. Donc, ça veut dire que sur le pin 3 de mon 555, quand ici j'ai du high, sur le pin 3 de mon 555, je vais sortir du 12 volts pour alimenter mon MOSFET. Quand lui va sortir du 0, paf, ici, sur le pin 3, puisque j'ai fait un reset, sur le pin 3, il y a du 0. Donc là, je vais sortir du 0 volt. Donc, j'inactive mon MOSFET. Et mon MOSFET
dirige, contrôle un moteur qui tourne en 12 volts. J'ai essayé d'expliquer, mais c'est pas évident. Vous pouvez aussi utiliser un 555 pour générer différentes formes de signal. Ici, par exemple, un signal en dents de scie. Vous voyez la sortie en vert du signal, ce que vous allez obtenir en sortie, donc sur le pin 3 de votre 555, c'est ce qu'on appelle un signal en dents de scie, sawtooth. Alors, je ne vais pas faire rentrer dans les détails, mais la partie importante, c'est cette partie ici. Cette partie ici, en fait, qui va être comme un générateur de courant constant. C'est-à-dire que vous allez charger votre condensateur de votre 555, celui-là, avec un courant constant. Donc vous n'aurez plus une charge d'un condensateur exponentielle, mais constante. Quand il se charge, votre condensateur, c'est comme ça, linéaire. D'accord? Et l'autre point intéressant, c'est que quand il va se décharger sans aucune résistance sur son chemin, via le port discharge. Et c'est pour ça que vous avez la tension qui tombe directement. Ok? Et enfin, immédiatement. Donc là, vous pouvez, avec ce genre de petit schéma, faire que votre 555 vous génère un signal dents de scie que vous allez récupérer ici, au cul de votre condensateur. Vous voyez? Ça, c'est ça. Le via output, c'est la ligne verte. Vous pouvez aussi configurer un 555 pour qu'il vous sorte un signal triangulaire, comme ici. Okay, donc là, je vous montre un exemple de schéma, il y en a d'autres. Hein. Là, ici, j'ai pris un schéma qui ne vous sort pas un vrai triangulaire, c'est un triangulaire approché. Vous pouvez aussi avoir votre 555 qui vous génère un signal sinusoïdal, comme ici. Vous le voyez? Donc là, je passe un peu les détails. Là, j'ai sorti ChatGPT, blabla. Mais dans l'idée, ici, vous avez ce qu'on appelle un filtre passe bas. C'est-à-dire que toutes les hautes fréquences ont parti ici. Donc, en gros, un signal carré, okay, à plusieurs fréquences. Donc là, on filtre plein de fréquences pour garder qu'une, la fondamentale, qui est celle-là. Donc, vous pouvez sortir d'un 555 un message, un signal sinusoïdal. Et enfin, nous allons terminer par faire un petit tour sur AliExpress des différents modules qui existent. Voilà, pour avoir un peu un ordre d'idée de ce qui est fabriqué comme module. Alors, premier module, ils ont associé un 555, d'accord, avec un relay. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est les relays, mais en gros, un relay, à l'intérieur, vous avez une bobine, ok, et quand il y a du courant qui passe, ça active, et donc là, vous allez pouvoir passer du courant plus fort. Donc là, vous arrivez avec votre 5 volts, votre 555 va vous générer votre signal carré, ok, et ici, vous allez pouvoir sortir du 12 volts. Voilà. Donc vous pouvez, donc là aujourd'hui je ne vous parle pas des relais, donc j'ai fait rapide, mais voilà, vous avez des modules qui associent un 555 pour piloter un relais. D'accord? Vous avez aussi ce genre de kit qui est intéressant, où en fait, si vous commencez en électronique, vous n'avez peut-être pas tous les équipements, et ça peut vous dépanner. Il y a d'autres solutions, hein, d'autres trucs, mais ça peut vous dépanner pour moins d'1 euro. Là, ils ont utilisé le 555 pour générer soit un signal carré, soit dents de scie, soit triangulaire, soit sinusoïdal. Okay, et on vient de voir que c'était possible, hein, en termes techniques, de sortir ce genre de signal d'un 555. Voilà, là, un petit module qui vous le fait. Okay. Autre exemple, un 555 pour driver un petit moteur. Okay. Là, vous avez tout le module qui fait ça. Donc là, qu'est-ce qu'ils font sur la sortie du 555, le pin 3? Ben, ils le sortent sur des transistors montés en Darlington pour alimenter un petit moteur. De mémoire, ça devait tourner en 12 volts. Alors bon, je sais pas, vous allez voir, mais voilà. En gros, vous alimentez un petit moteur grâce au message que vous avez généré grâce au PWM que vous générez sur votre 555, que vous l'amplifiez et paf, vous faites tourner votre petit moteur. Pas mal. Encore mieux, ce petit module, alors il y en a différentes versions, hein.
Qu'est-ce que c'est? En fait, vous le voyez ici, d'accord? Vous avez la possibilité, vous voyez ici, c'est un petit cavalier que vous allez pouvoir déplacer. Vous pouvez le mettre là, vous pouvez le mettre là, vous pouvez le mettre là. Et suivant où vous mettez votre petit cavalier, vous allez pouvoir faire fonctionner faire générer à votre 555, ok, un signal PWM de différentes fréquences. Alors bien sûr, ici, vous avez des potentiomètres que vous pouvez tourner, donc pour ajuster. Mais ici, vous avez en plus un petit cavalier que vous pouvez déplacer. Et en déplaçant ce petit cavalier, vous allez utiliser ce condensateur ou celui-là. Vous voyez l'idée? Et donc sur cette puce, vous mettez votre ground ici, vous alimentez ici, et le signal sorti du 555 est là. Avec le potentiomètre, vous faites varier les deux résistances, okay, et là, vous pouvez choisir le condensateur. Et voilà le schéma, d'accord? Donc si je mets par exemple, là, par exemple sur cette version-là, ils ont mis 4 condensateurs différents. Donc si je mets le cavalier ici, ok, eh bien le temps de charge, ce sera sur ce condensateur-là. Si je mets le cavalier ici, ce sera sur ce condensateur-là, ok. Et les deux résistances, c'est celle-là, c'est ce potentiomètre que je peux tourner, ce potentiomètre, et si j'ai mis le cavalier ici, ce condensateur, d'accord. Donc ça c'est intéressant comme design, en tout cas ça m'a intéressé. Quoi d'autre? Ah, une dernière question. Pourquoi Pourquoi utiliser plusieurs condensateurs ici? Pour rappeler la constante de temps de charge d'un condensateur, c'est R fois C. Donc finalement, si j'arrive à faire bouger R, est-ce que je m'en fous pas un peu de pouvoir faire bouger C? À cela, deux raisons. Ou il est utile de mettre plusieurs condensateurs comme ils l'ont fait ici. La première, c'est que ça vous donne plus de granularité au niveau de quand vous tournez de potentiomètre. Première raison. La deuxième raison, c'est que vous voyez ici, vous avez par exemple un condensateur de 100 microfarads, donc beaucoup plus gros. Un microfarad, donc celui-là est beaucoup plus gros. Or, un condensateur qui est plus gros va être plus lent. Et donc, il va avoir du mal, un gros condensateur, à descendre en fréquence. Ce que n'aura pas de mal un petit condensateur. Donc, en mettant plusieurs condensateurs, un, vous avez une meilleure granularité. Et deux, eh bien, vous faites que votre gros condensateur qui aurait du mal à descendre, par exemple, sur des grosses fréquences comme ici, okay, celui-là sera beaucoup plus apte à le faire. Voilà, vous avez d'autres liens que je montre ici. Il y en a plein des mille et un montages d'un 555. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.